C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 3 noms des candidats à la présidentielle du 6 octobre en Tunisie. L'instance électorale en a définitivement exclu 3 autres. Ils avaient pourtant été réintégrés par le tribunal administratif la semaine dernière. L'opposition est en colère. Nous serons à Tunis dans ce journal. Une rentrée sous tension en République démocratique du Congo. Une tentative d'évasion de la prison de Makala la nuit de dimanche à lundi a fait plusieurs morts. Dans le même temps, la situation des déplacés dans l'est du pays est toujours alarmante. Les enfants n'auront pas leur place à l'école. Reportage à Goma à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Afrique du Sud où l'élevage de certains animaux sauvages comme les lions a été interdit. La raison invoquée est le bien-être des animaux, une décision qui ne plaît ni aux éleveurs ni aux scientifiques qui travaillent sur la reproduction de ces espèces. Plus de détails à la fin de ce journal. Il y aura donc que 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre en Tunisie, dont Kais Saïed. L'instance électorale a rejeté la décision du tribunal administratif qui réintégrait 3 candidats supplémentaires dont les recours avaient été validés la semaine dernière. Une décision qui a suscité l'indignation de l'opposition. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. Alors c'est une décision qui a peu surpris au sein de la société civile et des partis politiques qui sont réunis derrière moi ce matin devant l'instance électorale. Beaucoup étaient venus pour faire pression et demander à ce que l'instance respecte la décision du tribunal administratif. Cela n'a finalement pas été le cas. L'instance électorale a donné comme argument que le tribunal administratif n'aurait pas rendu sa décision de réinclure des candidats dans un délai de 48 heures comme prévu par la loi. Et alors beaucoup de réactions de colère au sein de la société civile et des partis politiques. Parce que nous savons que cette instance n'est ni indépendante, ni objective dans ce qu'elle fait. Et en plus, aujourd'hui, elle s'est rajoutée un autre qualificatif qui se confirme, c'est qu'elle se place au-dessus de la loi. La plus haute instance, c'est l'Assemblée générale du tribunal administratif. Elle a cassé, elle a refusé les jugements en faveur des 3 autres candidats. Les candidats exclus peuvent toujours essayer de retourner vers le tribunal administratif pour contester cette décision, mais je ne vois pas d'issue, puisque l'ISIE a clairement décidé de ne pas appliquer les décisions de la Cour administrative. Nous vivons dans un État où les lois ne s'appliquent plus. Et cela est vraiment inquiétant pour l'élection présidentielle, qui risque d'être plus un simulacre qu'autre chose. La campagne électorale devrait démarrer le 14 septembre prochain. Du côté de l'opposition, beaucoup parlent d'organiser une forme de résistance à travers une coalition qui réunirait partis politiques et société civile. Cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo. Les événements se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités ont affirmé qu'il y avait eu des morts et des dégâts matériels. Une enquête a été ouverte. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Les images qui nous ont été envoyées sont insoutenables. Des corps d'hommes sans vie gisent sur le sol. Alors dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs nourris ont été entendus à l'intérieur de la prison de Makala, selon plusieurs témoins. Des pavillons ont été ouverts et des prisonniers ont tenté de s'échapper. Alors les autorités parlent d'une tentative d'évasion ratée. Elles affirment que la situation est sous contrôle et que des enquêtes sont en cours, car il s'agit là de déterminer ce qu'il s'est réellement passé, mais aussi d'obtenir un bilan. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, évoque des pertes en vie humaine et des dégâts matériels sans donner pour le moment de bilan précis. Les organisations de défense des droits de l'homme parlent-elles de dizaines de prisonniers tués. Ces événements interviennent alors que ces dernières semaines, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a lancé la politique de désengorgement des prisons en libérant certains détenus. Aujourd'hui, la prison de Makala, par exemple, compte 10 fois plus de prisonniers que sa capacité d'accueil. Et dans l'Est à Goma, des milliers d'enfants seront privés de rentrée scolaire en raison du conflit. Les premières victimes sont encore les enfants vivant dans les camps de déplacés. Les fournitures scolaires sont non seulement très chères, mais surtout, les écoles n'acceptent pas les enfants déplacés. La plupart sont déscolarisés et certains rejoignent même les maquis pour combattre auprès des rebelles. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula avec Glody Mourabazi.
$4. Au marché Virunga de Goma, les prix se négocient. En cette veille de rentrée scolaire, ce père de 3 enfants doit acheter sacs, cahiers et stylos. Mais avec un taux de change qui a grimpé, les prix des fournitures sont élevés et le budget serré. Il me faut encore des sacs pour les enfants que je n'ai pas encore achetés. Je ne sais pas si demain j'aurai quel miracle pour avoir ça. Bon, avec le salaire qui ne va pas vraiment supporter tous les coûts de la rentrée scolaire. C'est pourquoi vraiment les préparatifs sont difficiles pour nous. À quelques kilomètres de là, dans le camp de déplacés de Mounigui, on est loin de l'effervescence des préparatifs de rentrée. Si certains enfants ont pu être inscrits à l'école, la majorité d'entre eux sera cette année encore privée d'éducation. Cela fait 2 ans que Seth n'étudie plus. J'ai besoin d'étudier. Si je trouve quelqu'un qui peut prendre en charge ma scolarité, je peux étudier. En attendant, l'adolescent vend du crédit téléphonique pour gagner un peu d'argent. Dans ce camp, ces familles ne demandent qu'une chose, que la paix revienne dans leur village pour qu'elles puissent retrouver une vie normale. Certains de mes enfants sont devenus des rebelles car ils n'étudient pas. Maintenant, ce que nous demandons, c'est de nous aider à finir la guerre pour qu'on rentre chez nous, ou bien trouver de la place pour qu'ils étudient. Cela fait 3 ans que le M23 a repris les armes et conquis de vastes pans de territoire de la province du Nord Kivu. Pour la société civile, il faut ouvrir des écoles dans les camps pour que les enfants puissent continuer à apprendre. Nous invitons notamment le gouvernement à créer des écoles transitoires au sein desquelles les enfants déplacés peuvent être scolarisés sans pouvoir payer des frais scolaires. Parce qu'on sait notamment qu'ils n'ont pas d'école, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour les encadrer et qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer les frais de scolarité. Près de 3 millions de personnes ont fui les violences des affrontements dans la province du Nord Kivu. Toutes vivent dans des camps, dans des conditions inhumaines. Au Sahel, les groupes rebelles nigériens du FPL et les Maliens du CSP se sont rencontrés fin août dans le Nord Mali. Objectif affiché, renforcer leurs relations pour lutter contre les régimes militaires au pouvoir à Bamako et Niamey. Les précisions de notre correspondant régional Serge Daniel. C'est une rencontre au sommet, délégation des rebelles nigériens et délégation de rebelles maliens étaient conduites par leurs chefs respectifs. Le lieu de la rencontre est tout un symbole, Tizawaten, localité du nord du Mali, là où l'armée malienne et les commandos du groupe paramilitaire Wagner ont été récemment défaits par les rebelles. Tizawaten qui, depuis plusieurs semaines, subit les frappes de drones opérées par l'armée malienne. Le thème de discussion, selon plusieurs témoins présents à la rencontre, il s'agissait de renforcer les relations entre les deux rébellions. Concrètement, sur le terrain, si demain l'armée malienne attaque la rébellion malienne, les rebelles nigériens viendraient au secours de leurs frères maliens et vice-versa. Ensuite, sur le plan international, les responsables des 2 rébellions ont décidé de coordonner leurs actions pour pouvoir parler d'une même voix et pour défendre ce qu'ils appellent leur peuple et leur territoire. Dans le même temps, une délégation de l'Alliance des États du Sahel, dont fait partie le Burkina Faso, le Mali et le Niger, était à Ouagadougou ce lundi pour exprimer sa solidarité au Burkina après l'attaque de Barsalogo. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien de l'administration du territoire, porte-parole de la délégation, a pris la parole. Écoutez-le. Cette attaque lâche de Barsalogo ne serait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs excellences, le général Tchani, le colonel Assimi Goïta et de son excellence le président Traoré. L'éradication totale du terrorisme de la Confédération des États du Sahel est un objectif qui sera atteint très bientôt s'il plaît à Dieu. La décision de l'Afrique du Sud d'interdire l'élevage de lions et d'autres animaux à des fins commerciales inquiète les éleveurs. Le pays possède la plus grande population de lions en captivité au monde. Elle dépasse largement sa population sauvage. Clémence Valère. C'est une interdiction saluée par les défenseurs des droits des animaux, mais qui inquiète les éleveurs.
En début d'année, le gouvernement sud-africain a présenté des plans visant à supprimer progressivement l'élevage de lions et de rhinocéros à des fins de chasse aux trophées ou d'autres fins commerciales. Le pays abrite la plus grande population de lions en captivité au monde, avec 8 000 à 12 000 individus répartis dans des centaines de fermes. Leurs conditions de vie sont régulièrement dénoncées par les groupes de défense des droits des animaux. Nous devons assumer la responsabilité des animaux qui sont actuellement sous notre garde. Cela signifie que les normes de bien-être doivent être améliorées et que les établissements qui détiennent actuellement ces animaux doivent être tenus responsables de leur bien-être. Dans de nombreux cas, Forpose a constaté le contraire. L'interdiction de l'élevage, annoncée en avril de cette année, fait suite à une recommandation ministérielle de 2022 visant à fermer ce secteur controversé. Pour le propriétaire de Lukuthula Lodge et chercheur dans le domaine de la reproduction artificielle des animaux sauvages, la décision du gouvernement met son entreprise en péril. Depuis 2006, le Lodge participe à des dizaines de projets de recherche avec diverses universités locales et internationales. Le gouvernement va-t-il nous accorder une dérogation pour le travail que nous effectuons? Et s'il le fait, est-il prêt à nous soutenir davantage? Car le gouvernement a l'intention de mettre fin à une grande partie du tourisme associé aux lions en captivité, et c'est ce qui a constitué l'essentiel du soutien financier dont nos recherches ont bénéficié. L'équipe ministérielle en charge du dossier n'a pas prévu d'incitation financière pour mettre fin à cette activité lucrative. Les éleveurs auront 2 ans pour se retirer volontairement du secteur et modifier leur modèle d'entreprise avant que l'interdiction n'entre en vigueur. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à Fadil Bayat, merci à Maya Yatagen, merci aux correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.